En 1885, l'humanité était en mouvement. Carl Benz venait d'inventer le premier véhicule à essence. Mais le docteur Freud se heurtait à un mur en essayant de résoudre les problèmes émotionnels de ses patients. Il expérimenta donc l'hypnose. Il allongea ses patients et découvrit qu'ils se rappelaient des traumatismes passés. Les physiciens venaient d'élaborer une nouvelle théorie de l'énergie selon laquelle celle-ci ne pouvait pas être détruite, mais uniquement transformée. Freud s'inspira de leurs travaux. Il était brillant. Il avait des opinions bien arrêtées et apprenait facilement. Il examina la théorie et découvrit la connaissance systématisée qui s'imposait dans ce que l'on appelait les sciences naturelles et qui devint plus tard la physique. Il transposa simplement ces métaphores au niveau de la psyché. Freud découvrit l'inconscient. Freud voyait la personnalité humaine comme un système d'énergie psychique. L'énergie qui ne s'exprime pas consciemment est réorientée vers l'inconscient du patient, où elle provoque des névroses. Freud identifia l'énergie sexuelle réprimée comme la principale cause de toutes les maladies mentales. Ces idées, comme nous le reconnaissons tous, sont toujours largement suivies. Nous pensons toujours à des concepts tels que le refoulement de nos motivations les plus profondes et leur remplacement par des motivations de substitution. Il s'agit d'une extrapolation freudienne du modèle physique vers le domaine psychique. Freud inventa la psychanalyse comme moyen de libérer les traumatismes sexuels enterrés dans l'inconscient. C'était la nouvelle frontière de l'étude de la conscience. Ici, une bonne partie du travail de Freud tomba finalement en disgrâce. Ce travail servit néanmoins de base à la psychologie moderne. Freud, qui était conservateur, ne se serait jamais défini comme un occultiste. Mais l'un de ses disciples s'avérerait être à la fois un pionnier en la matière et un spécialiste de l'occulte. Il voulait tout savoir sur tout. Il lisait tout. Il a voyagé en Afrique, en Inde et en Amérique. Il avait un appétit vorace pour l'expérience et pour la compréhension de la psyché en tout temps, en tout lieu et aux quatre coins de la planète. Carl Jung est né 10 ans avant que Freud n'invente la psychanalyse. Fils d'un pasteur protestant, Jung réalisa des expériences de spiritisme. Il devint psychologue en vue d'explorer les dimensions de l'esprit, sans jamais perdre pour autant sa fascination pour l'occulte. Son héros Freud devint à la fois son mentor et son pire ennemi. Il ne rencontra pas Freud avant 1907. Et lorsqu'ils se rencontrèrent, ils parlèrent pendant 13 heures d'affilée. L'occulte fut l'une des questions abordées. Avant leur rencontre, Jung avait défendu la théorie freudienne sur l'origine sexuelle de l'hystérie. Il l'avait défendue publiquement, mais il ne pensait pas qu'elle expliquait tout. Au cours de leur discussion de 13 heures, Freud prit à un moment un air extrêmement grave, fixa Jung du regard et lui dit « Mon fils, promettez-moi une chose, promettez-moi de ne jamais abandonner la théorie sexuelle et d'en faire un dogme, un rempart inébranlable contre le torrent de boue. » Il hésita un instant et poursuivit « contre le torrent de boue de l'occultisme ». Jung refusait de croire que la répression sexuelle pouvait tout expliquer, et il n'était pas prêt à renoncer à l'occulte. Mais Freud s'assura qu'il le regretterait. Au moment de sa rupture avec Freud, Jung était président de l'Association de psychanalyse internationale. Et Freud ne voulait pas laisser Jung en charge de la boutique. En coulisses, dans ce que l'on pourrait appeler une manœuvre occulte, Freud forma donc un petit comité. Il donna à chacun de ses membres une petite chevalière et leur fit tous jurer de garder le silence. Ils commencèrent ensuite à comploter sur la manière de se débarrasser de Carl Jung. Après sa rupture avec Freud, Jung entre dans une dépression qui durera 6 ans. Il se retire dans sa maison de campagne à Bollingen. Comme Newton, des siècles avant lui, il part alors à la recherche de sa propre pierre philosophale. Jung construisit une tour à Bollingen. À certains égards, il la construisit de ses propres mains et il grava des figures mystiques sur divers types de pierres. Il cuisinait sur une petite cuisinière au bois d'allure primitive. Il coupait du bois à l'extérieur. Il se rendait au lac voisin. Il dormait sur un lit de camp. C'était le type de retraite propice à l'introspection qui lui permettait de vivre ses propres expériences psychologiques. Il lutta contre sa propre dépression et mit au point un nouveau type de psychologie, profondément empreinte de pensées mystiques.
Carl Jung utilisait des cartes de tarot ainsi que l'astrologie, mais surtout, dans un cas comme dans l'autre, il croyait en l'intuition. Il déclara un jour que le travail de thérapeute est d'aider le patient à découvrir l'intuition et que, lorsqu'il y parvient, le travail est pour ainsi dire terminé. Durant sa retraite, Jung conclut que l'astrologie, l'alchimie, la mythologie et le yin-jing étaient les voies par lesquelles les premiers magiciens comprenaient la conscience humaine. Mais sa plus grande avancée est qu'il perçut la psyché comme un champ énergétique dépassant largement le cadre d'une seule personnalité. Il appelait ça l'inconscient collectif. L'inconscient collectif englobe tous les éléments qui ne nous sont pas personnels, qui transcendent le personnel. Ils forment les contenus transpersonnels et impersonnels de l'inconscient que Jung appelait les archétypes. Ils forment les composants typiquement humains qui n'ont pas nécessairement de lien avec nous personnellement. Ils n'ont rien à voir avec notre expérience personnelle, ni avec notre père ou notre mère. Ils sont liés à l'idée même de père et de mère. Tant Jung que Freud recouraient à l'état modifié de conscience utilisé par les magiciens pour parvenir à leur plus grande révélation. Freud pratiquait la méthode de libre association, tandis que Jung utilisait la méthode d'imagination active, par laquelle vous induisez volontairement une fantaisie et vous parlez à des aspects de vous-même qui sont personnifiés sous une forme d'image. Cette méthode se rapproche de celle des occultistes, des médiums ou des adeptes du spiritisme, qui pensent parler aux morts alors qu'ils s'adressent en fait à eux-mêmes ou à leurs nombreuses personnalités intérieures. Là où Freud avait réduit la personnalité à une accumulation de névroses alimentées uniquement par la répression sexuelle, Jung plaçait l'individu à un niveau supérieur. Il l'intégrait à une humanité au sens large, ayant un sens et une continuité. Nous possédons à la fois un inconscient personnel et un inconscient collectif. L'inconscient personnel est davantage aligné sur notre âme, et notre inconscient collectif se compose de la sagesse, des archétypes, des mythes, des données universelles auxquelles chacun peut accéder. Nous suivons donc chacun notre voie individuelle et une voie collective. Les idées de Jung ont inspiré de nombreuses pratiques New Age. Le channeling pourrait provenir d'un concept tel que l'inconscient collectif de Jung. La plupart de ses adeptes vous diront sans doute qu'il provient d'un niveau de sagesse supérieur, et peut-être est-ce la même chose. Il s'agit certainement d'un type de concept proche de l'inconscient collectif, mais sa représentation typique est qu'un être, un esprit défunt, ou peut-être un groupe d'entre eux, existe actuellement dans une autre dimension, mais a choisi de nous venir en aide en diffusant une partie de sa sagesse au travers de nos amis ou de nos voisins. Dans les travaux de Jung, les rêves pouvaient produire des visions intéressantes. Certains psychologues ont poussé ce concept un pas plus loin et ont développé une technique appelée rêve lucide. Les rêves lucides forment une catégorie spécifique dans laquelle non seulement vous rêvez, mais vous avez conscience que vous rêvez, et vous pouvez même peut-être influer directement sur le cours du rêve. Mais l'influence de Jung ne s'est pas limitée à la psychologie. Ses travaux ont inspiré un physicien qui allait s'efforcer d'établir un lien entre l'occulte et la science. Pendant des siècles, l'étude de l'univers et celle de l'esprit ont formé des disciplines distinctes. En 1905, Jung, alors âgé de 30 ans, rencontra un jeune Allemand travaillant comme employé de bureau dans un office suisse des brevets. Son nom, Albert Einstein. Au fond de lui, Einstein était à certains égards un mystique. Enfant, il avait observé les mouvements de l'aiguille d'une boussole et s'était juré de découvrir un jour l'esprit de Dieu. Comme Newton, il entrait dans un état modifié de conscience qu'il appelait exercices mentaux et réalisait ses découvertes de manière instinctive. Il ne les étaya par des formules et des preuves que par la suite. Cette année-là, Einstein publia 5 articles sur la physique nouvelle dans le journal Annalen der Physik. Des théories réécrivaient les règles de l'univers. Il y exposait sa théorie de la relativité, selon laquelle le temps et l'espace sont des notions relatives et changeantes et non absolues. Newton développa les concepts extraordinaires que sont les lois du mouvement, de la gravité, etc., qui ressemblaient à du travail d'horlogerie. Elles contentèrent tout le monde, bien qu'elles aient été révolutionnaires pour l'époque, car elles révélaient que le monde et l'univers formaient une horloge géante et que celle-ci fonctionnait de manière parfaitement ordonnée. Puis Einstein est arrivé en affirmant « Certes, c'est peut-être vrai, mais c'est aussi relatif ». Il chamboula à nouveau toute la perception du monde.
Dans ses notes autobiographiques, Einstein demandait pardon à Newton pour avoir révolutionné la physique. Einstein avait enfin résolu une contradiction que Newton avait observée il y a des siècles concernant le comportement de la lumière. Le fait qu'elle agissait comme une onde, mais aussi parfois comme une particule. Au passage, il confirma aussi l'intuition de Newton concernant l'existence des atomes. On appelle cela l'effet photoélectrique. Si vous projetez une lumière brillante sur un morceau de métal, il frappera des électrons et les libérera. Et la théorie des ondes n'expliquait pas les détails de ce processus. Puis survint Einstein en 1905. Il put expliquer parfaitement l'effet photoélectrique en énonçant que, quand la lumière interagit avec le métal, elle intervient sous forme d'amas discrets d'énergie, qui dépendent de la fréquence de la lumière et non de son intensité. La lumière reste donc bien une onde, la fréquence est un concept fondamentalement associé aux ondes, mais agissant comme une particule. Des années plus tard, Young déclara que le génie d'Einstein avait influencé l'ensemble de son travail intellectuel. La théorie photoélectrique d'Einstein posa aussi les bases des contradictions à venir du monde subatomique, la physique quantique. La conscience s'avérait avoir une incidence sur l'univers. Einstein avait pour intime conviction, sur le plan philosophique, qu'une théorie de la physique se devait d'être complète, que si vous connaissez tout ce qu'il y a à savoir sur un système, vous pouvez prévoir tout ce qu'il fera, et donc anticiper. En physique quantique, il n'y a pas d'absolu. Tout change en fonction de l'observation. Einstein affirmait que Dieu ne jouait pas au dé avec l'univers. Il le répétait si souvent que l'un de ses collègues lui lança un jour « Vas-tu arrêter de dire à Dieu ce qu'il doit faire ?» Einstein rejetait la physique quantique, mais celle-ci ne pouvait être ignorée. Et les concepts de l'occulte allaient aider certains à comprendre ce territoire inexploré. Pour la nouvelle génération de physiciens quantiques, l'esprit lui-même jouait un rôle absolu. Le comportement de la matière dépendait totalement de l'observateur. L'idée que la physique ou que la réalité physique soit en quelque sorte une construction de l'esprit, ou qu'elle dépende de celui-ci, est certainement l'une des manières d'interpréter la mécanique quantique. C'est l'une des raisons qui suscite tant de débats, car certains apprécient vraiment cette idée, tandis que d'autres la rejettent catégoriquement. Les physiciens quantiques appellent cela le problème de l'observateur. Si seuls les êtres conscients peuvent être observateurs, nous sommes donc intimement liés à l'existence même de la réalité. Sans nous, il n'y aurait que cette superposition croissante de possibilités et rien de certain ne se produirait jamais. 15 ans après la publication par Einstein de ses articles révolutionnaires, Wolfgang Pauli, à peine sorti de l'adolescence, exposa brillamment par écrit la théorie de la relativité d'Einstein. Les deux pionniers de la mécanique quantique, Max Born et Niels Bohr, encouragèrent Pauli à rejoindre leur discipline. Ces problèmes insolubles devinrent l'obsession de Wolfgang Pauli. Bien que de nature difficile et troublée, Pauli était un maître de la prédiction. D'autres scientifiques appelaient cela l'effet Pauli. Ses collègues des laboratoires expérimentaux et du monde de la physique le suppliaient de se tenir à l'écart, car à coup sûr, dès qu'il arriverait dans le laboratoire, toutes les expériences s'arrêteraient de marcher. Ils affirmaient même que ce phénomène survenait aussi quand il traversait la ville en train. Comme nombre de ceux que nous considérons comme des grands scientifiques, il était un spécialiste de la prédiction. Il pouvait prédire ce qui allait se passer. Et cela se produisait d'une certaine manière. De ce fait, il était l'une des figures les plus créatives de la mécanique quantique. Pauli, comme Newton, se plongeait à corps perdu dans son travail et finit par s'effondrer mentalement. En 1948, il se rendit dans le tout nouvel institut de Jung pour obtenir de l'aide du psychologue désormais renommé. Lorsqu'il se déplaça dans la pièce, l'effet Pauli se produisit. Un vase s'écrasa soudainement sur le sol. Les deux hommes diront plus tard que lorsque le vase se brisa, ils reconnurent leur destin. Ensemble, ils essaieraient de comprendre l'univers en recourant à la fois à la physique et à la psychologie. Pauli devint l'un des principaux acteurs du développement de la physique quantique, en partie grâce aux intuitions alimentées, ne serait-ce qu'en partie,
par sa collaboration avec Carl Jung, un grand penseur intuitif issu d'un domaine complètement différent du sien. Parallèlement, Jung acquit une compréhension bien plus grande et put exprimer à meilleur escient le savoir qui était le sien grâce aux contributions de Paoli. L'incident lui-même les conduisit à développer le concept de synchronicité, lorsque deux événements supposément aléatoires se rejoignent pour créer du sens. La synchronicité telle que définie par Jung est une correspondance entre un état psychique interne, un état psychologique et un événement extérieur qui se rejoignent malgré un degré élevé d'improbabilité. Le résultat apparaît donc comme aléatoire ou accidentel, comme une simple coïncidence ou comme le fruit du pur hasard. Jung et Paoli combinèrent leur talent et leur intuition pour donner corps à une théorie de l'univers. Si la matière se comporte en fonction des observations, les hommes ont-ils créé leur propre réalité? Leurs pensées collectives et leurs rêves communs ont-ils créé notre monde? Cette théorie est rejetée par de nombreux scientifiques, mais elle rejoint les occultistes. L'ancienne conception occultiste d'une conscience latente qui imprègne le monde simplifierait considérablement certaines des interprétations de la mécanique quantique. Car si la conscience est essentielle à l'acte d'observation, à la naissance d'une réalité définie à partir de ces nuages quantiques de probabilité, la vie se trouve simplifiée à certains égards, s'il existe d'autres sources de conscience en dehors de nous. La dernière tentative de parvenir à la théorie des champs unifiés d'Einstein est la théorie des cordes, qui unit la physique de Newton et la physique quantique dans une nouvelle théorie de la gravité. Les partisans de la théorie des cordes estiment qu'au plus petit niveau imaginable, toute matière se compose de cordes vibrantes. Ces différences d'observation dans la physique quantique ne sont pas dues à l'inconscient créant l'univers, mais à d'infimes variations des vibrations. La théorie des cordes unit le petit et le grand. Nous avons la théorie de la relativité générale énoncée par Einstein, qui est une théorie de la force de gravité et qui explique parfaitement l'immensité de l'univers. Nous avons la mécanique quantique, qui est la théorie de l'infiniment petit. Elle aussi fonctionne parfaitement. Le problème est que ces deux théories sont incompatibles. Il est impossible d'élaborer une théorie de la gravité quantique à partir de l'une des approches conventionnelles. La théorie des cordes s'avère extrêmement prometteuse à cet égard, car elle est fondamentalement une théorie quantique. Si elle est exacte, cette théorie implique un monde fascinant d'univers parallèles et de dimensions multiples. L'élégance de la théorie des cordes, c'est qu'elle implique l'existence de ces minuscules éléments appelés cordes, qui composent toutes les autres particules présentes dans l'univers, et qui sont en fait de l'énergie à l'état pur. Nous sommes ainsi arrivés aux plus petites particules qui soient. Et puisqu'elles se composent exclusivement d'énergie, nous pouvons nous considérer comme de l'énergie pure, ce qui satisferait de nombreuses personnes. Cette théorie est acceptable sur le plan religieux, sur le plan chimique et sur le plan physique. Mais elle pourrait ne jamais être prouvée. C'est intéressant. Il semble presque que l'évolution est vraiment une sorte de révolution. Nous évoluons en quelque sorte autour du même noyau d'idées. Nous les exprimons de différentes manières. Nous trouvons de nouveaux outils pour nous pencher plus profondément sur la notion centrale. Mais au fond, nous observons la même image dans le même univers. Peut-être pourrons-nous affiner un peu notre compréhension, mais nous travaillons main dans la main avec les anciens magiciens. L'esprit est aujourd'hui aussi mystérieux que ne l'était l'univers en son temps. Les scientifiques découvriront-ils un jour que l'homme crée sa propre réalité? La science permettra de réaliser des avancées considérables, mais uniquement en se penchant sur ce que certains appellent l'occulte. Il y a certains points que je trouve très intéressants dans les croyances New Age, car je pense qu'ils rendent explicites des éléments que la science n'a pas encore abordés. Je pense que toutes les questions qui n'ont pas encore d'explication scientifique à l'heure actuelle finiront par en trouver une. Seul le temps nous dira quelles avancées nous attendent au croisement de la science et de l'occulte.
En 1885, l'humanité était en mouvement. Carl Benz venait d'inventer le premier véhicule à essence. Mais le docteur Freud se heurtait à un mur en essayant de résoudre les problèmes émotionnels de ses patients. Il expérimenta donc l'hypnose. Il allongea ses patients et découvrit qu'ils se rappelaient des traumatismes passés. Les physiciens venaient d'élaborer une nouvelle théorie de l'énergie selon laquelle celle-ci ne pouvait pas être détruite, mais uniquement transformée. Freud s'inspira de leurs travaux. Il était brillant. Il avait des opinions bien arrêtées et apprenait facilement. Il examina la théorie et découvrit la connaissance systématisée qui s'imposait dans ce que l'on appelait les sciences naturelles et qui devint plus tard la physique. Il transposa simplement ces métaphores au niveau de la psyché. Freud découvrit l'inconscient. Freud voyait la personnalité humaine comme un système d'énergie psychique. L'énergie qui ne s'exprime pas consciemment est réorientée vers l'inconscient du patient, où elle provoque des névroses. Freud identifia l'énergie sexuelle réprimée comme la principale cause de toutes les maladies mentales. C'est artiste, mais l'un de ses disciples s'avérerait être à la fois un pionnier en la matière et un spécialiste de l'occulte. Il voulait tout savoir sur tout. Il lisait tout. Il a voyagé en Afrique, en Inde et en Amérique. Il avait un appétit vorace pour l'expérience et pour la compréhension de la psyché en tout temps, en tout lieu et aux quatre coins de la planète. Carl Jung est né 10 ans avant que Freud n'invente la psychanalyse. Fils d'un pasteur protestant, Jung réalisa des expériences de spiritisme. Il devint psychologue en vue Les idées, comme nous le reconnaissons tous, sont toujours largement suivies. Nous pensons toujours à des concepts tels que le refoulement de nos motivations les plus profondes et leur remplacement par des motivations de substitution. Il s'agit d'une extrapolation freudienne du modèle physique vers le domaine psychique. Freud inventa la psychanalyse comme moyen de libérer les traumatismes sexuels enterrés dans l'inconscient. C'était la nouvelle frontière de l'étude de la conscience. Et si une bonne partie du travail de Freud tomba finalement en disgrâce, ce travail servit néanmoins de base à la psychologie moderne. Freud, qui était conservateur, ne se serait jamais défini comme un occulterait les dimensions de l'esprit, sans jamais perdre pour autant sa fascination pour l'occulte. Son héros, Freud, devint à la fois son mentor et son pire ennemi. Il ne rencontra pas Freud avant 1907. Et lorsqu'ils se rencontrèrent, ils parlèrent pendant 13 heures d'affilée. L'occulte fut l'une des questions abordées. Avant leur rencontre, Jung avait défendu la théorie freudienne sur l'origine sexuelle de l'hystérie. Il l'avait défendue publiquement, mais il ne pensait pas qu'elle expliquait tout. Au cours de leur discussion de 13 heures, Freud prit à un moment un air extrêmement